Le réchauffement climatique a pour conséquence de multiplier les épisodes météorologiques extrêmes. Et durant l'hiver, les avions de ligne peuvent se retrouver dans des conditions de vol difficiles en raison du froid, du verglas, du givre et de la neige. Regarde ça. Beaucoup de neige, ça va être une bonne tempête. Voici l'histoire du vol Ontario 363 et du vol USR 405. C'était une réplique de l'accident de Dryden, Qui, tous deux, ont permis d'améliorer notablement la sécurité des vols en conditions hivernales. Nous sommes au Canada le 10 mars 1989. Ce matin-là, il neige sur le petit aéroport de Dryden où le vol 363 d'Air Ontario vient de se poser. L'avion arrive de Thunder Bay et fait juste une escale avant de redécoller pour Winnipeg, sa destination finale. Durant les pleins de carburant, les passagers restent à bord. Pour l'hôtesse, Sonia Hartwick et le reste de l'équipage, la journée a débuté depuis plusieurs heures. Et avec ces conditions météo, elle est loin d'être terminée. De gros flocons tombaient et le ciel était très très gris. Je me suis donc dit que le vol allait encore être retardé. On est mal parti pour être à l'heure à Winnipeg. C'est aujourd'hui le premier jour des vacances de printemps. Et si l'appareil prend trop de retard, bon nombre des 69 passagers à bord risquent de se retrouver dans l'embarras à Winnipeg. De nombreuses familles se trouvaient à bord. La plupart allaient faire du ski. Et les passagers avaient donc peur de rater leur correspondance. Kenora, Dryden de Ontario 363. Ontario 363 de Kenora. Alors que le commandant de bord, George Morwood, est allé à l'aérogare pour passer un coup de téléphone, le copilote Kes Mill prend la dernière météo disponible. Accumulation de givre à prévoir. Ça empire. Ils disent quoi? Ça va continuer jusqu'en fin d'après-midi. Regarde ça. Beaucoup de neige, ça va être une bonne tempête. Mais on peut quand même décoller. Tant mieux. Les passagers pourront avoir leur correspondance. Espérons que ça ne se dégrade pas. La température est polaire et la visibilité se réduit de minute en minute. Si l'avion ne décolle pas rapidement, il risque de se retrouver bloqué à Dryden. Dryden est une toute petite ville dans un coin reculé de l'Ontario. Située à l'ouest de la province de l'Ontario, Dryden est à mi-chemin entre Thunder Bay et Winnipeg. Les 6500 habitants de la commune sont habitués aux rudes hivers canadiens et aux températures pouvant descendre jusqu'à moins 35 degrés. Mais pour un avion de ligne, l'endroit n'est pas idéal pour une escale forcée en pleine tempête de neige. En cabine, 3 passagers ont un statut un peu particulier. Don Croshaw et son équipier sont tous deux officiers de police et ils accompagnent un détenu. D'après ses antécédents, le prisonnier était réputé pour être violent. Raison pour laquelle nous étions 2. Nous étions chargés de son transfert à Banff, dans l'Alberta, où il était recherché pour fraude. Interdiction de fumer et ceinture? Ouais. Instrument? Ok. Vérifié. Durant l'escale, le commandant a laissé tourner le réacteur numéro 2 à bas régime et utilise l'énergie produite pour redémarrer le réacteur numéro 1. Les 2 pilotes sont expérimentés, mais ils sont encore en phase de découverte du Fokker 28, sur lequel ils ont volé moins de 100 heures. Ce petit avion de ligne vaut plusieurs millions d'euros, et à l'époque était le premier à desservir ce coin reculé de l'Ontario. 24 minutes après son atterrissage, le vol 363 est prêt à décoller. Informe Kenora qu'on y va. Kenora 363, mise en route effectuée, demandons autorisation de roulage. Juliette Sierra, une seconde les gars. Vous pouvez attendre que je me pose, les conditions météo sont trop mauvaises pour moi. Un petit avion de tourisme en difficulté veut se poser. C'est pas vrai. Et le commandant n'a d'autre choix que de repousser son décollage de quelques minutes. Ok, Juliette Sierra de 363, maintenant position au seuil.
Nous allons devoir patienter le temps qu'un autre avion atterrisse. Désolé. Je crois que ce n'est pas notre jour. En 2 ans de service pour Air Ontario, c'était la première fois que je voyais ça. Quelques minutes plus tard, le Cessna 150 se pose sans encombre. Et une fois la piste dégagée, le vol 363 peut enfin décoller. Dis-leur qu'on y va immédiatement. Kenora Dryden de 363, on s'aligne pour le décollage en piste 2-9. Avec 1 heure de retard sur l'horaire prévu, le Fokker 28 peut enfin entamer sa phase de décollage. Lorsqu'on était en train de s'aligner pour le décollage, la neige tombait toujours. Je ne voyais plus les arbres au loin. C'était comme si j'essayais de regarder à travers un voile. Veuillez nous excuser pour le retard. PNC, prenez position pour le décollage. Il est 12h09 et la neige tombe de plus en plus drue. Préviens la tour, on est prêt au décollage. Kenora Dryden de 363, aligné en piste 2-9, prêt au décollage. 363, autorisé au décollage, piste 2-9. Le commandant Morwood monte doucement le régime des réacteurs et vérifie que tous ses paramètres moteurs sont corrects. Puis il libère les freins et l'avion s'élance sur la piste. Pendant le décollage, je suis généralement très calme et concentrée. Je passe en revue tout ce que je ferais en cas d'urgence. V1. Lentement, l'appareil atteint sa vitesse de décollage. Rotation. Un peu plus de 200 km/h. Le décollage a été très lent et mou, comme si quelqu'un d'un peu fort essayait de courir dans une côte. De toute évidence, il y a un problème. L'avion n'arrive pas à prendre d'altitude. On a passé les arbres. L'avion a commencé à trembler. Je me suis dit qu'on allait s'écraser. C'était le chaos total. On avait l'impression d'être dans un mixeur géant. On penchait à droite, puis à gauche. Le pilote essayait de prendre de l'altitude. D'un seul coup, il y a eu une vive accélération. L'avion semblait s'être stabilisé. On sentait que les pilotes essayaient de maîtriser l'appareil. Mais quelques secondes plus tard, on a été à nouveau secoué dans tous les sens. J'ai crié « Position d'urgence, agrippez vos chevilles, baissez la tête !» Agrippez vos chevilles, baissez la tête! Je leur criais ça et j'ai moi-même pris la position. Agrippez vos chevilles, baissez la tête! J'entendais les gens pleurer et hurler. L'avion faisait un bruit terrible. On était en train de s'écraser. Les pilotes sont impuissants. 49 secondes après le décollage, le vol Air Ontario s'écrase dans la forêt, à 950 mètres à l'ouest de la piste 29. Des morceaux de l'appareil s'étaient éparpillés partout. Je ne savais plus où j'étais. Puis je me suis dit, je suis en vie. Tout ça est arrivé si vite. L'avion s'est écrasé de travers. Tout le côté droit a été arraché. C'est grâce à ça qu'on a pu sortir. On n'aurait sûrement pas pu autrement. Le prisonnier était encore menotté. Je l'ai donc détaché. Il est resté près de moi. Ensuite, on est tous sortis de l'avion. Tout avait pris feu. On entendait des explosions. Et en plus, on venait de faire les pleins. J'ai commencé à hurler « Venez par ici, par là !» pour que les gens suivent le son de ma voix. Venez, passez par là. Sur les 69 occupants de l'appareil, 45 ont survécu au crash. Mais 24 ont été tués sur le coup, y compris le commandant Morwood et le copilote Mills. L'alerte est aussitôt lancée et les secours sont rapidement sur place.
Les blessés sont évacués vers l'hôpital de Dryden. I was very concerned because I kept looking at the wing all the time. I thought it was a lot of snow. Well, I didn't notice anything wrong going down the runway. Like I said, it was just when we started hitting the trees, I knew there was something wrong. Le lendemain matin, les inspecteurs du Bureau de la sécurité des transports canadiens sont sur les lieux de l'accident. On y va dans l'espoir de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et d'empêcher que cela ne se reproduise. On a refait le chemin à pied, de la porte jusqu'à la piste, puis jusqu'au lieu du crash. C'est la première chose qu'on ait faite. Je voulais prendre en photo tout ce qu'on voyait. Lorsqu'on se retrouve sur les lieux d'un accident, on est envahi par une odeur d'essence et de mort. Les arbres se trouvant dans l'axe de la piste 29 fournissent d'emblée une indication précieuse aux enquêteurs. En fait, l'avion a décollé de la piste par un effet de sol et est resté à basse hauteur. Et il a donc rasé la cime des arbres. Regarde comment le bout de ces arbres a été arraché. En fait, l'appareil n'a jamais vraiment volé. 24 personnes sont mortes, les 2 pilotes et une hôtesse. Pourtant, ils ont fait ce qu'ils ont pu. On ne veut pas leur manquer de respect, mais il faut aussi être juste. Si des erreurs ont été commises, il faut qu'elles soient identifiées et corrigées. À l'arrière de l'avion, les enquêteurs retrouvent les 2 boîtes noires du Fokker 28. L'enregistreur de paramètres et l'enregistreur de conversation dans le cockpit. À l'époque, ces appareils étaient conçus pour résister à une température de 1100 degrés sur une durée maximale de 30 minutes. Malheureusement, les pompiers ont mis près d'1 heure et demie pour maîtriser l'incendie. Et les 2 boîtes noires n'ont pas résisté. Les enregistrements sont inexploitables. Ça a été un coup dur, car nous allions devoir trouver nos informations et les vérifier par d'autres moyens. On était sur le point de quitter Thunder Bay lorsqu'ils ont fait monter 10 autres passagers. Les enquêteurs vont devoir se fier aux seuls témoignages des survivants pour tenter de reconstituer les circonstances de l'accident. Initialement, l'avion est parti de Winnipeg pour Thunder Bay, puis sur le trajet retour a fait une escale à Dryden. À Thunder Bay, les enquêteurs découvrent que suite à l'annulation d'un autre vol, le Fokker 28 a accueilli 10 passagers supplémentaires avec leurs bagages. Lorsqu'ils ont fait leurs calculs, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en surcharge et qu'il fallait enlever quelque chose. Bon, délestons un peu de carburant alors. Ils ont donc enlevé du carburant pour atteindre le poids réglementaire. Tour de contrôle d'Ontario 363. Le vol a été retardé d'1 heure. Pour décoller de Thunder Bay sans dépasser le poids maximum, le commandant s'est donc allégé en carburant. Mais, conséquence, en arrivant à Dryden, il a dû compléter ses pleins pour assurer la fin du vol jusqu'à Winnipeg. David Reurer s'interroge. Les pilotes se seraient-ils trompés dans leur calcul de masse et de centrage de l'avion? Le Fokker 28 était-il trop lourd pour décoller? Un document pourrait répondre à la question. C'est le devis de masse et de centrage rempli par les pilotes et dont une copie doit rester au sol. Malheureusement, ce ne fut pas le cas et le document a brûlé avec l'avion. L'enquêteur se rabat alors sur les données fournies par la compagnie concernant le poids des passagers et des bagages ainsi que la quantité de carburant embarqué à Dryden. Avec ces éléments, il réussit à calculer approximativement le poids de l'avion au décollage.
Nous savions combien de personnes se trouvaient à bord, combien de bagages se trouvaient en soute, et nous connaissions la quantité de carburant dans les réservoirs. Selon son estimation, le Fokker 28 pesait entre 28 et 29 tonnes. Et la charge maximale de l'avion pour le décollage était de 29 tonnes et demie. Conclusion, l'avion n'était pas en surcharge. En conséquence, le mystère demeure entier. 28 jours après l'accident, alors que les investigations semblent dans l'impasse, le gouvernement canadien ordonne une enquête judiciaire plus large et prenant en compte l'ensemble des acteurs susceptibles d'être impliqués dans la catastrophe. Le gouvernement avait cherché un juge expérimenté et qui, de préférence, avait des connaissances en aéronautique. Virgile Mochanski est magistrat depuis 13 ans, mais il est aussi un pilote confirmé. Il va mener ses recherches en collaboration avec l'enquêteur David Rohrer et le consultant en aéronautique Frank Black. La petite équipe commence par étudier les différents systèmes de l'appareil. Le système électrique, le système hydraulique, le système d'injection. Nous avons étudié tous les antécédents de ces systèmes jusqu'à l'accident. Et nous avons ensuite examiné ce qu'il en restait sur les lieux de l'accident. La défaillance de l'un de ces systèmes est crédible si on s'appuie sur le témoignage de l'hôtesse. Selon Sonia Harwick, quelques jours auparavant, un incident troublant était survenu au décollage sur le même avion. Je crois que c'était lundi ou mardi. Au décollage, de la fumée et une odeur très désagréable ont envahi l'avion. J'ai pensé qu'un incendie s'était déclaré dans les toilettes. Mais l'hôtesse n'avait trouvé aucune trace d'incendie, ni dans les toilettes, ni dans la cabine. On nous a dit que c'était l'huile du groupe auxiliaire de puissance qui chauffait et que ça risquait de se reproduire à tous les décollages ce jour-là. Le groupe auxiliaire de puissance, appelé l'APU, est un petit générateur produisant l'énergie électrique lorsque les réacteurs sont à l'arrêt. L'huile de l'APU se serait-elle embrasée? Et aurait-elle causé un incendie responsable de l'accident du vol 363? David Rohrer se penche sur le carnet d'entretien de l'avion et fait une découverte capitale. Le jour de l'accident, l'APU était en panne. Conclusion, il n'a pas pu causer un incendie. Par contre, cette panne a pu avoir d'autres conséquences. Faute d'APU et donc d'énergie pour redémarrer les moteurs à l'arrêt, l'équipage a dû prendre une décision potentiellement dangereuse. Espérons que ça ne se dégrade pas. En théorie, le remplissage total ou partiel des réservoirs de carburant se réalise avec les réacteurs à l'arrêt. Mais si l'APU était hors service, il ne pouvait pas éteindre ses moteurs. En clair, le vol 363 a refait les pleins avec un des deux moteurs en marche. Le commandant Morwood devait faire le plein avec les passagers à bord et en gardant un moteur en marche. Procéder à l'avitaillement avec un moteur en marche n'est pas formellement interdit. Mais la manœuvre peut se révéler dangereuse en cas de fuite de carburant. À Toronto, en 1973, ce fut le cas sur un DC-8. L'incendie a entièrement détruit l'avion et tué un technicien au sol. Ce type d'avitaillement n'est pas pratique courante. Alors, un des moteurs a-t-il pu être endommagé durant les pleins ? Le directeur de l'aéroport de Dryden est un ancien pilote de l'armée. Et lui est persuadé que les moteurs sont à l'origine de l'accident. Depuis la fenêtre de son bureau, il a assisté au décollage du Fokker 28. Et, fait troublant, il a entendu une explosion juste avant que l'avion ne disparaisse. Pour lui, elle était liée à une panne moteur. Je savais que cette enquête allait être très médiatisée et probablement susciter une controverse. Et pour faire la lumière sur les causes du crash, nous devions trouver des preuves sur les lieux mêmes de l'accident. C'est pour cela que nous avons transféré les morceaux de l'appareil à notre labo à Ottawa. Alors ? Les moteurs étant devenus les suspects numéro 1, Bien, démonte-le. David Rohrer demande un examen approfondi des débris. On cherchait à voir si les moteurs avaient été endommagés. En fait, les deux moteurs Rolls-Royce du Fokker 28 n'ont subi que des dégâts légers. Et surtout, ils ne présentent aucune trace d'incendie et aucun indice d'une panne moteur.
Bref, c'est une fausse piste. Et pour les enquêteurs, c'est retour à la case départ. Une fois de plus, ils se replongent alors dans les témoignages. Et ils réalisent soudain que ces témoignages ont tous un point en commun. Dans leurs témoignages, ils disaient qu'il y avait de la neige et de la glace sur les ailes quand l'avion a tenté de décoller. L'enquête se tourne alors vers les conditions météo du jour de l'accident. Les informations sur la météo étaient très précises. D'après les relevés météo, durant les 24 minutes d'escale à Dryden, la tempête de neige s'était amplifiée, réduisant la visibilité de 4 à 1 km. Preuve de précipitations importantes. Il y avait peut-être d'autres causes, mais la neige et la glace sur les ailes ont sans aucun doute joué un rôle dans cet accident. Et le témoignage de Sonia Hartwig, l'hôtesse de l'air, est catégorique. Au décollage, j'ai remarqué que les ailes étaient recouvertes d'une couche de glace grise et brillante. Les enquêteurs commencent à s'intéresser au système de dégivrage du Fokker 28. Or, cet avion a une particularité. Seuls les bords d'attaque des ailes sont protégés. L'appareil disposait de bords d'attaque chauffants sur les ailes. Je me demande si le système de dégivrage fonctionnait. La chaleur était créée par un prélèvement d'air venant des compresseurs du moteur. Ils ont retrouvé les valves qui permettent à cet air d'arriver jusqu'au bord d'attaque. Ils les ont testées et elles fonctionnaient correctement. A priori donc, le système de dégivrage était opérationnel. Mais il ne réchauffait que les bords d'attaque, pas le reste de la surface des ailes. La glace et la neige ont donc pu s'accumuler sur la partie non réchauffée des ailes. On appelle cela une contamination, et elle a pu jouer un rôle déterminant dans l'accident. Pour vérifier leur théorie, les enquêteurs se tournent vers les ingénieurs du constructeur, la société Fokker. Merci d'être venu. Je suis curieux de savoir ce que vous avez trouvé. Jack Van Hanks, qui était l'ingénieur en chef, avait effectué des études aérodynamiques très poussées et disposait de données sur les conséquences d'une contamination sur un Fokker 28. Les ingénieurs de Fokker reconstituent le crash en simulation. Ils ont réussi à rassembler de nombreuses données sur les performances de l'avion en effectuant différentes simulations sur la charge, la température, etc., auxquelles l'appareil avait sûrement été exposé. Et les enquêteurs font une découverte capitale concernant la conception même du Fokker 28. De par la forme de ses ailes, une petite quantité de glace suffit à faire décrocher l'appareil. Ils en ont conclu que même une légère contamination pouvait perturber le flux d'air sur les ailes et causer une perte de portance. Ça répond à bon nombre de nos questions. Et surtout, les simulations viennent confirmer les récits des témoins. Il a à peine décollé, les ailes se sont enfoncées, il n'avait pas assez de poussée. Puis il a percuté les arbres et a perdu tellement de vitesse qu'il s'est écrasé. Pour les enquêteurs, dorénavant c'est clair. La contamination des ailes a provoqué l'accident. Se pose alors une autre question. Cette contamination était évitable grâce à une opération à effectuer avant le décollage, le dégivrage. Et comme toujours sur les terrains exposés au grand froid, l'aéroport de Dryden disposait d'un système de dégivrage. Il suffisait au commandant Morwood de demander à en bénéficier. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Ça empire. Ils disent quoi? Les enquêteurs veulent comprendre pourquoi le commandant a pris la décision de décoller sans dégivrage. Une décision potentiellement dangereuse pour lui et les 68 occupants du vol 363. Les états de service du commandant George Morwood sont passés au crible. À travers les témoignages de ses collègues, les enquêteurs essaient de dresser le portrait le plus précis. Le commandant Morwood était un pilote très professionnel. Il était de la vieille école. C'était important pour lui de faire les choses correctement. Il était très à cheval sur le professionnalisme. Il se préoccupait beaucoup de ses passagers. Il aimait s'assurer qu'ils ne rateraient pas leur correspondance et arriveraient à destination à l'heure. Air Ontario était une compagnie encore jeune.
c'était leur première ligne organisée en navette. Je suis sûr que le commandant Morwood avait une opinion sur beaucoup de choses. Et quand il estimait que quelque chose n'allait pas, je pense qu'il n'hésitait pas à en parler à ses supérieurs. Par le passé, le commandant Morwood avait à plusieurs reprises retardé ou carrément annulé des vols pour des raisons de sécurité. David Rohrer ne comprend pas pourquoi, ce jour-là, il n'a pas exigé un dégivrage avant le décollage. L'explication réside peut-être dans le témoignage d'un autre pilote, présent à Dryden, et qui, par inadvertance, a entendu la conversation téléphonique entre le commandant et Air Ontario. Mais c'est justement ce que j'essaie de vous dire. Il était énervé et s'inquiétait pour ses passagers. Les deux hommes ont rapidement discuté et le commandant était furieux contre sa compagnie. Je te jure. Tu sais quelle était notre charge à Thunder Bay? Presque 30 tonnes. J'ai dû décharger du carburant. Et là... Je vois. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Non. Dis-le-moi, toi. Des témoins affirment que lorsqu'il est parti du terminal, il était très en colère. Pour essayer d'en savoir plus sur cet incident, les enquêteurs reconstituent la journée du commandant ce 10 mars 1989. C'était le 5e jour d'une longue semaine pour lui. Le lendemain, il partait en vacances au ski avec sa famille. Le matin, avant de décoller de Winnipeg, il avait découvert que l'APU de l'avion était toujours en panne. Deuxième difficulté, en arrivant à Thunder Bay, il avait dû prendre en charge 10 passagers supplémentaires, ce qui l'avait forcé à alléger l'avion en carburant pour ne pas dépasser le poids maximum. Or, cette manœuvre demande du temps. On va être en retard. Il faut enlever du carburant. Finalement, le Fokker 28 a décollé de Thunder Bay avec presque 1 heure de retard. Et le commandant Morwood détestait avoir du retard. Et entre-temps, la météo sur la zone de Dryden s'est considérablement dégradée. Et le commandant Morwood n'a pas reçu le bulletin annonçant des pluies verglaçantes sur Dryden comme il aurait dû. Lorsque le vol 363 se pose à Dryden, les conditions sont vraiment mauvaises. Et durant les 24 minutes d'escale, la neige s'accumule facilement sur les ailes. Il faut que je le signale à quelqu'un. Les enquêteurs découvrent qu'en fait, le commandant était conscient et préoccupé par les conditions météorologiques. Et d'après le technicien en charge du carburant, il a bel et bien demandé un dégivrage avant le décollage. On peut le faire dégivrer? Le technicien raconte qu'il a montré du doigt à l'équipage le système de dégivrage. Mais il raconte aussi qu'une discussion s'est alors engagée et que finalement, le commandant Morwood a renoncé au dégivrage pour une raison simple. La compagnie interdit ce type d'opération avec les moteurs en marche. Le fluide peut s'infiltrer dans les moteurs et ensuite passer dans le circuit d'air conditionné de l'avion, ce qui rendrait l'air très nocif dans la cabine. Or, sans APU, il était impossible d'arrêter les réacteurs, sous peine de ne pouvoir les redémarrer. Le seul autre moyen de faire démarrer l'avion est d'utiliser un groupe de démarrage à air qui fournira l'air compressé nécessaire. Dryden ne disposait pas d'un tel appareil. Il aurait fallu faire venir un groupe de Winnipeg, ce qui aurait pris au moins 24 heures. S'il avait fait le choix de rester au sol, il aurait fallu payer l'hôtel aux passagers, ce qui aurait coûté une coquette somme à la compagnie. Et c'était de sa responsabilité. Je vois. Et qu'est-ce que je suis Donc censé la pression faire? sur ses épaules était grande. Non. Dis-le-moi, toi. Je crois que c'était de cette éventualité dont il parlait au téléphone et que ça ne lui convenait pas. Mais il n'avait pas le choix. Ça empire. Ils disent quoi? Beaucoup de neige. Ça va être une bonne tempête. Mais on peut quand même décoller. Tant mieux. Les passagers pourront avoir leur correspondance. Espérons que ça ne se dégrade pas.
En fait, le vrai problème n'était pas la neige accumulée sur les ailes, mais ce qui se trouvait en dessous, à savoir la glace. La température du carburant contenu dans les ailes peut descendre jusqu'à moins 40 degrés et contribuer à refroidir la surface de l'aile. Lorsque la pluie ou la neige tombe sur cette surface gelée, elle se transforme instantanément en une couche presque invisible de glace. C'est cet effet qui perturbe le flux d'air sur les ailes et réduit énormément la portance. Dis-leur qu'on y va immédiatement. Kenora Dryden de 363, on s'aligne pour le décollage. Je pense que s'il a tout de même décidé de décoller, c'est qu'il n'a pas pensé que la neige allait former une couche de glace au contact des ailes gelées. Préviens la tour, on est prêt au décollage. Kenora Dryden de 363. Faute de pouvoir arrêter ses moteurs à cause de la panne de l'APU, le commandant a finalement pris la décision de décoller sans passer au dégivrage. Il a dû penser que la glace serait soufflée par le décollage, ce qui fut une erreur tragique. Mais pour le magistrat, le commandant, même s'il a commis une erreur, est loin d'être le seul responsable de l'accident. Ce n'était pas que la faute du pilote. De nombreux facteurs sont à l'origine de cet accident. L'un des principaux facteurs aggravants fut sans conteste la panne de l'APU, qui interdisait tout arrêt des moteurs. Un fait qui engage la responsabilité de la compagnie. De nombreuses réparations étaient retardées par manque de pièces. Ils demandaient à d'autres compagnies propriétaires de Fokker 28 de leur en prêter. La direction d'Air Ontario a pris de mauvaises décisions. Les conclusions de l'enquête incriminèrent la compagnie, accusée d'être obsédée par ses finances et d'avoir, à force d'économie de bout de chandelle, mis en danger la vie de ses passagers et de ses personnels. Comme Air Ontario venait d'acquérir ses Fokker 28, dès qu'un équipage descendait, un autre remontait. Il fallait qu'ils volent constamment pour les rentabiliser. Après mûre réflexion, j'en suis arrivé à la conclusion que les responsabilités étaient multiples. De nombreuses personnes étaient impliquées dans les événements qui ont conduit à cet accident. Cet accident aurait pu être évité, mais tout s'est ligué contre les pilotes. Il faut que je le signale à quelqu'un. C'est parce que la direction d'Air Ontario n'avait pas la culture de la sécurité. Et dans une compagnie aérienne, tout le monde doit se sentir concerné par la sécurité. Fort de ces découvertes concernant l'avion, et sachant que des dizaines de Fokker 28 volent de par le monde, le juge exceptionnellement publie son rapport avant la fin officielle de l'enquête. Il veut avertir les autres compagnies des faiblesses de l'appareil en conditions givrantes et de la nécessité de dégivrer l'avion avant le décollage. Une petite quantité de givre peut avoir des conséquences désastreuses sur ces avions. Malheureusement, 15 mois plus tard, le juge Mochanski est forcé de constater que ces mises en garde n'ont pas été entendues. Le 22 mars 1992, aéroport de LaGuardia à New York. L'USR 405 s'apprête à quitter la porte d'embarquement pour un vol à destination de Cleveland. L'appareil est un Fokker 28 et il neige. Il fait moins 1 degré et nous sommes en conditions givrantes. À 21h, l'appareil passe au dégivrage. Sur les 50 dernières minutes, 2,5 cm de neige sont déjà tombés. Et ce n'est pas près de s'arrêter. USR 405, roulage autorisé pour la piste 1-3. Le commandant Wallace démarre ses moteurs et entame son roulage pour rejoindre le seuil de la piste 13. Il a déjà 1h45 de retard sur l'horaire prévu. C'est alors que... USR 405, tournez à gauche et maintenez position sur Echo. Tournons à gauche et maintenons position sur Echo.
À 21h07, le vol 405 est contraint de stationner sur une zone d'attente pour cause d'embouteillage au décollage. Il s'écoule 23 minutes. En allumant tous les phares extérieurs, le copilote John Rashuba essaie régulièrement de vérifier qu'aucune glace ne se forme sur les ailes. Aussi loin que je puisse voir, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. USR 405, piste 1-3, autorisé au décollage. L'avion attend maintenant depuis 35 minutes. Pourtant, l'équipage ne demande pas un nouveau dégivrage. Poussez, décollage. Température OK. Au départ, tout se passe comme prévu. V1. Rotation. Jusqu'au moment de l'envol. L'avion avait suffisamment de vitesse, mais il n'a pas vraiment réussi à décoller. Les ailes n'arrivaient pas à soutenir l'appareil. Il savait que quelque chose n'allait pas. 13 secondes après le décollage, le vol 405 finit sa course dans les eaux de la baie. Aucun pilote ne se dit qu'il va s'écraser. Jusqu'au bout, ils ont tout essayé. Sur les 51 occupants de l'appareil, on compte 27 victimes. Et de nouveau, un Fokker 28 en conditions givrantes est impliqué dans l'accident. C'était une réplique de l'accident de Dryden. D'emblée, l'enquêteur Robert Benson soupçonne la présence de glace sur les ailes comme cause principale du crash. C'est très difficile pour les pilotes de détecter s'il y a de la glace sur les ailes juste en regardant à travers la vitre du cockpit. Aussi loin que je puisse voir, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Le commandant était face à un dilemme. S'il demandait un troisième dégivrage, il aurait dû retourner au parking et faire venir un camion de dégivrage. Poussez, décollage. Le vol aurait été encore plus retardé et aurait risqué d'être annulé. Après tout ce travail et tous ces efforts, c'était très frustrant qu'un tel accident se reproduise. Malgré les avertissements lancés par le juge Mochanski dans son rapport, aucune règle en 1992 ne forçait les pilotes à procéder à un nouveau dégivrage au-delà d'un certain délai. S'ils avaient suivi les recommandations de mon rapport, cet accident aurait pu être évité. Le magistrat avait également pointé la faible efficacité du liquide dégivrant utilisé. À l'époque, il s'agissait d'un fluide de type 1, composé d'eau et de dégivrant. Le liquide dégivrant est conçu pour qu'au moment de l'accélération sur la piste, il se répande sur les ailes pour leur permettre de développer une portance normale en évitant qu'elles soient contaminées par la glace. Avant son application, le dégivrant était chauffé, mais son efficacité était très limitée dans le temps. Dans le meilleur des cas, le fluide de type 1 pouvait tenir 15 minutes. Mais lors de pluies verglaçantes, par exemple, seulement 6 minutes. D'ailleurs, dans l'enquête canadienne, le juge Mochanski en était arrivé à une conclusion étonnante concernant le dégivrage. Même si le commandant Morwood avait décidé de dégivrer son avion, Kenora 363, mise en route effectuée, demandons autorisation de roulage. Cela n'aurait probablement pas évité l'accident. Juliette Sierra, une seconde les gars. Vous pouvez attendre que je me pose les conditions météo. Car souvenez-vous, le vol 363 a dû attendre de longues minutes, le temps qu'un petit Cessna se pose sur la piste. Il a fallu attendre que ce Cessna 150 atterrisse. Le temps qu'il fasse demi-tour, remonte et évacue la piste, la tempête de neige avait empiré et les ailes étaient contaminées. V1. Même si le commandant avait procédé au dégivrage avant le roulage, la durée d'efficacité du produit n'aurait pas été suffisamment longue pour protéger l'avion au moment fatidique.
Nous nous sommes aperçus que la formation des pilotes d'Air Ontario comportait de sérieux manques en matière de dégivrage. Ils ne connaissaient pas bien le fonctionnement des différents systèmes, ni la durée précise de l'efficacité d'un dégivrage. Lorsque l'accident de New York s'est produit, nous avons constaté que l'appareil était presque identique à celui de Dryden, tout comme les circonstances du crash. Le rapport de Dryden était très complet et nous a beaucoup aidé dans notre enquête. Malheureusement, les recommandations du juge Mochanski, publiées plus d'1 an auparavant, n'ont pas pu éviter le crash du vol 405. Pas plus que l'arrivée sur le marché d'un autre produit dégivrant, les fluides de type 2. Ces nouveaux produits, plus épais, tenaient beaucoup mieux et donc plus longtemps sur le revêtement des avions. Mais malheureusement, ils n'étaient pas utilisés à l'aéroport de LaGuardia. Le fluide de type 2 est une substance plus gluante, je dirais même visqueuse. L'efficacité d'un fluide de type 2 peut durer jusqu'à 45 minutes. Ensuite, le liquide disparaît par évaporation une fois l'avion en vol. Le juge Mochanski avait recommandé l'utilisation des fluides de type 2, 15 mois avant l'accident du vol USR. Cette recommandation faisait suite à une étude poussée que son équipe avait menée à l'aéroport international de Toronto. On a embauché des caméramens et nous avons patiemment attendu l'arrivée de pluies verglaçantes. Nous avons alors filmé un avion en partance pour les Caraïbes. Et l'étude a mis en lumière le laps de temps important entre le dégivrage et le décollage. Entre le moment où l'appareil a été dégivré à la porte et le moment où il a décollé, il s'est écoulé 45 minutes. Il ne faisait donc aucun doute que l'avion avait décollé en étant partiellement, si ce n'est grandement contaminé. Nous sommes ensuite allés à l'aéroport O'Hare à Chicago, qui était le premier à réserver des zones spécialement consacrées au dégivrage près des pistes. Cette visite a été très instructive. Nous avons pu étudier leur organisation et quel type d'appareil de dégivrage ils utilisaient. En 1992, à l'aéroport de LaGuardia à New York, les zones de dégivrage se trouvaient aux portes d'embarquement, bien loin des seuils de piste. Pourtant, 15 mois plus tôt, le rapport Mochanski recommandait un dégivrage à proximité de la piste, et non pas au niveau des portes. Il insistait également sur la nécessité pour les pilotes de devoir vérifier visuellement l'état de leurs ailes, non seulement depuis le cockpit, aussi loin que je puisse voir, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, mais aussi depuis la cabine passager. USR 405, piste 1-3, autorisé au décollage. Bref, le rapport Mochanski aurait pu éviter l'accident de LaGuardia. Et pour cela, il aurait fallu qu'il soit pris en compte par l'administration de l'aviation civile américaine. Le rapport lui a bien été envoyé, mais il s'est quelque peu égaré. C'est en tout cas la certitude du juge Mochanski. Mon deuxième rapport a été publié en décembre 1990, 1 an et demi avant le crash de LaGuardia. Je pense qu'il dormait sur un bureau. L'accident évitable de LaGuardia a au moins confirmé la pertinence des dizaines de recommandations contenues dans le rapport Mochanski. L'accident de Dryden a permis à la Commission de formuler 192 recommandations. Il a changé notre manière de lutter contre la contamination des ailes. Il y a maintenant des zones de dégivrage au niveau des pistes pour pouvoir faire un dernier dégivrage avant le décollage. Et c'est grâce à l'enquête sur l'accident de Dryden. Aujourd'hui, la plupart des aéroports utilisent un nouveau dégivrant, un fluide de type 4 dont l'efficacité est bien meilleure. Il peut en effet protéger les ailes durant plus de 2 heures.
Par ailleurs, juste après un dégivrage, les contrôleurs aériens doivent maintenant annoncer aux pilotes leur durée d'attente avant le décollage. L'accident de Dryden a non seulement mis en lumière l'enchaînement des faits au niveau de l'avion, mais aussi les responsabilités de l'industrie. Les grands patrons ne pouvaient pas rester sans rien faire. Fokker, le constructeur néerlandais, a disparu en 1996. Mais aujourd'hui, une bonne cinquantaine de Fokker 28 continuent à voler dans le monde. Pour la plupart, dans des pays chauds. Plus personne ne devrait mourir à cause d'une contamination des ailes d'un avion due à la neige ou à la glace. On a tous retenu la leçon.